Réduire les inégalités, faire progresser les droits de l'homme, c'est le thème retenu cette année pour la célébration du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Les avancées significatives enregistrées par la République démocratique du Congo en matière de la promotion des droits de l'homme, des droits humains, ont été évoquées au cours de cette journée internationale. La quatrième vague Covid-19 qui frappe la RDC de plein fouet et le mutant Omicron déjà présent dans les pays voisins. La vigilance doit donc être de mise aux frontières. Les autorités sanitaires ont fait la ronde à travers les portes d'entrée de Kinshasa. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa et à Matadi, 1 heure de plus à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Le monde entier célèbre le 10 décembre de chaque année la journée internationale d'adoption de droits de l'homme. À Kinshasa, les acteurs et activistes se sont retrouvés autour du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, qui a vanté les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo dans la promotion des droits humains. Yvette Makuntima et Edith Chala. C'est le 10 décembre, le monde célèbre la journée internationale des droits de l'homme. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Le thème pour cette année est « Réduire les inégalités, faire progresser le droit de l'homme ». Coïncidant avec le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, qui présidait la cérémonie officielle des célébrations, a rappelé les efforts fournis en RDC avec notamment la loi sur la traite des personnes, la lutte contre les violences sexuelles sans être exhaustif. La République démocratique du Congo, par le biais du ministère des Droits humains, saisit également cette opportunité pour célébrer la mémoire de tous les défenseurs des droits humains qui ont eu à donner leur vie afin de faire progresser le droit de l'homme. Beaucoup a été fait en matière de droits de l'homme grâce à une ferme volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui le fait des droits humains son cheval de bataille afin d'atteindre un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Cette volonté politique du chef de l'État permet à ce qu'il y ait pour la première fois en République démocratique du Congo des avancées sur la justice transitionnelle. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, les représentants des organisations non gouvernementales de droits humains, les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme ont fait chacun un discours pour la circonstance. La République démocratique du Congo et la France doivent travailler ensemble et renforcer leur coopération, tant sur le plan militaire que diplomatique, veut exprimer par une délégation de la Commission de défense nationale de France qui a échangé aujourd'hui avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, au cours d'une audience. On écoute François Dumas, chef de la délégation. Par la langue française, mais nous sommes liés aussi par un lien d'amitié étroit. Nous devons renforcer plus que jamais ces liens, eu égard à l'évolution géopolitique, et nous devons travailler ensemble et renforcer cette collaboration. Tout d'abord une coopération militaire, une coopération opérationnelle, stratégique, et nous devons poursuivre aussi cette diplomatie parlementaire. Mais la spontanéité avec laquelle ces derniers a accepté de recevoir la délégation française, conduite par nous-mêmes, moi et le président de la Commission de défense et sécurité du Sénat, prouve à suffisance la volonté du président de l'Assemblée, non seulement d'accompagner toutes les actions menées par la Commission de défense et sécurité, mais aussi la vision du président de la République qui est celle de rapprocher la République démocratique du Congo avec tous les pays qui peuvent nous apporter un soutien. Et c'est une diplomatie parlementaire qui vient de prendre jour aujourd'hui. Et nous pensons qu'à travers ce genre de rencontres, nous allons mutualiser nos forces, échanger nos expériences et permettre à la République démocratique du Congo, à travers ces échanges d'expériences, de trouver des solutions dans la mesure du possible à tous les problèmes de sécurité et de défense que nous avons actuellement.
À la Chambre haute du Parlement, 2 projets de loi des finances ont été jugés recevables et renvoyés à la commission ECOFIN et bonne gouvernance pour études approfondies, et ce, après audition du ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a dans sa réplique évoqué les difficultés de la mise en place de la caisse des péréquations et la retenue à la source de 40% des ressources provinciales. Guélor Kimpianga. Les 2 projets de loi des finances, l'un de reddition de comptes exercice 2020 et l'autre de collectif budgétaire 2021, ont été jugés recevables après les réponses des membres du gouvernement aux préoccupations de sénateurs. Ils ont été confiés directement à la commission ECOFIN et bonne gouvernance pour une étude plus approfondie. Ce, après les réponses du ministre Nicolas Kazadi aux préoccupations des sénateurs lui adressées et son collègue du budget. Expliquant aux sénateurs les raisons de la problématique du dépassement budgétaire qui défraie la chronique, Nicolas Kazadi a indiqué que cette situation est tributaire de la qualité des prévisions budgétaires qui ne permettent pas au gouvernement de répondre à ses charges. Dans le même ordre d'idées, il a également évoqué des imprévus, la masse salariale, la Covid-19 ainsi que les impératifs sécuritaires. Le patron des finances publiques a salué l'engagement du Sénat à travers sa commission ECOFIN d'aider le gouvernement dans la maximisation des recettes. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, économiste de son État, a saisi cette occasion pour prodiguer des sages conseils au gouvernement afin d'améliorer la gestion des recettes et des dépenses publiques. Il y a lieu de noter que votre gouvernement a pris toutes les dispositions idoines pour que cette pratique soit bien encadrée à l'avenir. Mon problème, c'est à l'avenir. Donc vous voulez dire que si on a commis des fautes de gestion, on va croiser les bras, il n'y aura pas de sanctions, et puis ça porte sur à peu près 700 milliards de francs congolais. Donc lorsque le gouvernement précédent devait rendre le tablier, tout ce qu'on a sorti sans justification, par une simple lettre du ministre des Finances, on demande à la Banque centrale de régulariser 700 milliards de francs congolais. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous, en tant qu'autorité budgétaire. Nous mettrons sur pied une commission d'enquête après que le rapport de l'ECOFIN élargi sera déposé, pour que dans les moindres détails, ou même dans les grandes lignes, cette pratique qu'il faut condamner ne puisse plus se produire et qu'on en sache un peu trop. Où sont allés tous ces milliards? Au nom de son collègue du budget empêché, Nicolas Kazadi a évoqué les difficultés de la mise en place de la caisse de péréquation et la retenue à la source de 40% des ressources provinciales. Difficultés liées, d'après lui, au non-achèvement du processus de la décentralisation. Ici, le gouvernement a sollicité et a obtenu du Sénat l'organisation d'un cadre approprié pour discuter et approfondir ces 2 questions sur les entités territoriales décentralisées. Il faut signaler qu'au cours de cette plénière, le speaker du Sénat et l'ensemble des sénateurs ont fustigé le retard qu'a pris l'examen du budget 2022 à l'Assemblée nationale alors qu'il a été déposé depuis le mois de septembre par le gouvernement Samalou Kondé. La Constitution prévoit 40 jours après son examen à la Chambre basse et 20 jours au Sénat. Les taux se resserrent autour des ADF avec cet accord militaire entre la RDC et l'Ouganda. Les ministres des Défenses de 2 pays séjournent en Ituri pour veiller à l'opérationnalisation du plan qui traque les groupes armés. Junior Selemani. C'est fait. L'accord général de coopération en matière de la défense entre la RDC et l'Ouganda est désormais paraphé. Un accord voulu par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni pour notamment mutualiser les forces afin de traquer les terroristes ADF dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À Bunia, le ministre de la Défense de l'Ouganda et de la RDC ont paraphé les 2 documents visant à harmoniser le vie pour la réussite de cette opération. Vous savez très bien que l'ADF est un ennemi aussi bien du Congo que de l'Ouganda. Il est tout à fait normal que nous puissions le combattre de manière mutuelle.
Et dans cet accord-là, cela est consigné. Mais il y a aussi d'autres aspects de coopération militaire et même économique, disons, liés à la défense dans l'accord. L'accord va gérer les relations de coopération militaire entre l'Ouganda et le Congo. S'il y a des groupes armés locaux qui sont à cheval entre l'Ouganda et le Congo, cet accord va s'éteindre. Vous pouvez être sûr que cet accord est un élément majeur qui va booster la gestion de l'état de siège. Signalons que c'est vers 16h et local que la délégation ougandaise a quitté Bunia après 24 heures de mission pour regagner Kampala, salué à l'aéroport Morongo de Bunia par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomajoni. La population de la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri appelée à soutenir les actions des FARDC et de l'armée ougandaise au front pour lutter efficacement contre les rebelles. Cet appel est lancé par les élus nationaux de ces deux provinces. Regardez. Si au front nord, le FARDC poursuivent la traque de groupes armés au front sud, l'air est au retour des populations dans leur milieu d'origine. Après l'imposition de la paix par l'armée, plus de 400 ménages de déplacés regagnent volontairement leurs habitations depuis le mardi 30 novembre 2021 dans les chefferies de Baima Boga, Baima Mitego, Basili et Walese Vonkutu en territoire d'Irum. Retour facilité par les charrois automobiles de l'armée disponibilisés par le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboyanka Shomajoni, un motif de satisfaction pour ces populations. Le coordinateur de l'ONG Projet Coopérative de Pikimé de Balese, Prokopiba, dont 41 ménages sont aussi concernés par ces retours, salue les actions militaires à la base de la calmie de la région. D'abord, je remercie le gouvernement provincial qui a pris quand même une décision de faire retourner ces Pikimés. Quand même, c'est une bonne appréciation. Ces retours volontaires débutés le 30 novembre dernier et qui se poursuivent sur les axes Bunya-Boga et Bunya-Komanda constituent un indice de l'amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs coins de l'Ituri en cette période de l'état de siège. Vous venez de suivre le retour massif de la population de l'Ituri. Le Premier ministre est déjà à Kinshasa. Il revient de Dar es Salaam. Jean-Michel Samalukonde a représenté le chef de l'État, vous le savez, au 60e anniversaire de l'accession à la souveraineté tant nationale et internationale de la Tanzanie. Nous vous proposons ici les images de son retour avec Pati Tondouangou, Marcel Mobenga et bienvenue le Salah. C'est tard dans la soirée des jeudi 9 décembre 2021 que le Premier ministre a regagné Kinshasa après avoir pris part à la commémoration des 60 ans de l'indépendance de la Tanzanie. À l'aéroport international d'Njili, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a circonscrit le cadre de sa mission de quelques heures à Dar es Salaam. Je suis allé répondre à une demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au soutien à apporter à la République sœur de la Tanzanie. Nous avons été pour leur apporter ce message du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine qui est toujours à côté de tous les pays membres et le cas précis ici, la Tanzanie. Et donc nous avons apporté à son homologue, la présidente Samia, ces messages d'encouragement et de félicitations dans la marche depuis l'indépendance, depuis ces 60 ans d'indépendance. Et le message que nous avons reçu et qui a été donné de toutes les façons à la nation au niveau de la Tanzanie était un message de développement, de paix de la République de la Tanzanie. Donc nous avons été fiers de participer à tous ces événements, d'être à côté de ce peuple frère de la Tanzanie, à côté d'autres nations africaines qui étaient d'ailleurs aussi avec nous. Le chef de l'exécutif national s'est dit satisfait d'avoir accompli la mission lui confiée par le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel est l'apport des religions dans le rétablissement de la paix dans le monde? Eh bien, près de 20 000 chefs de grandes confessions religieuses se sont réunis à Séoul, capitale de la Corée du Sud, en présentiel comme en distanciel pour discuter sur la question. Alain Bikaï nous en parle.
Les rassemblements d'espoir organisés par la Fédération pour la paix universelle a réuni cette fois-ci les leaders des grandes confessions religieuses du monde. Cela dans le but d'échanger sur les rôles des religions dans l'établissement de la paix durable au monde. Selon le maître des séances, le docteur Yu Nyongo, la montée du nationalisme égocentrique et l'extrémisme religieux ainsi que les conséquences ravageuses de la Covid-19 ne favorisent pas la réalisation d'un monde paisible et durable. Il a aussi déploré l'absence à ses assises des leaders religieux africains à cause de la restriction sanitaire due à la Covid-19. Le pasteur Paola White a saisi cette occasion pour appeler les leaders à se tenir dans l'unité et dans la prière, même à véhiculer le message de la transformation et de la restauration spirituelle. Sous les ovations de l'assistance, la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Ak Yak Moon, a fustigé les nouveaux types d'égoïsme développés par les superpuissances occidentales. En cette période où l'humanité est frappée par les multiples problèmes, entre autres les guerres et l'intolérance religieuse. Elle a ensuite rappelé à l'assistance les rôles primordiaux des religions suivant la pensée divine, celui de ramener la paix au monde et de favoriser la cohabitation harmonieuse entre les peuples. Au cours de cette manifestation, chaque chef religieux présent à cette manifestation a prié suivant les rites de sa religion pour l'instauration d'une paix durable au monde et la réunification de la péninsule coréenne. La conférence régionale sur la femme, paix et sécurité en Afrique centrale a fermé ses portes à Kinshasa. Plusieurs personnalités ont répondu présentes à ce rendez-vous. Parmi elles, l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, mais aussi Joséphine Ngalula, membre de la plénière de la CENI, Titi Samba et Hervé Pouti. Organisée par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sous le thème « Femmes, paix et sécurité en Afrique centrale », cette conférence régionale a eu pour objectif de magnifier l'implication des femmes dans le processus de prévention, de la médiation et de consolidation de la paix au sein de la sous-région Afrique centrale, en particulier et sur le plan continental en général. Plusieurs interventions ont été enregistrées, notamment celle de Madame Joséphine Ngalula, membre de la plénière à la Commission électorale nationale indépendante. L'occasion pour elle de mettre un point d'honneur sur le rôle majeur que ses congénères sont appelés à jouer dans la prévention et la médiation des conflits dans le cadre du processus électoral, gage de la démocratie dans un état de droit. Nous avons femme comme médiatrice. Elle peut jouer un grand rôle parce qu'il y a déjà des cadres, des femmes qui ont lancé sur les marchés, des femmes médiatrices des conflits électoraux, comme les CAFCO, comme les réseaux genre et droits de la femme, comme Riansa les femmes. Et la CENI devra voir comment appuyer ces cadres-là pour que les dialogues puissent être fructueux dans la prévention et la gestion des conflits électoraux qui peuvent dégénérer. Notons par ailleurs que la question du genre est tant appuyée par la nouvelle loi organique de la centrale électorale que par la récente feuille de route dont son institution vient de se doter au terme du séminaire d'imprégnation de 10 jours organisé récemment. Les jeunes au service de la paix, eh bien cette nouvelle vision qui doit aboutir à la mise en œuvre d'un plan national au Forum spécial de la jeunesse pour la paix avec l'implication de la vice-primature à l'intérieur, José Baïtouambo. Les gouvernements de la République restent mobilisés autour du Conseil national de la jeunesse pour l'élaboration du plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 6e anniversaire de cette résolution a regroupé plusieurs personnalités, dont la foulée les conseillers du chef de l'État en matière de la jeunesse et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito Akoy. C'est ici les lieux de rappeler l'appel du président de la République, chef de l'État, à tous les compatriotes, notamment les jeunes, à se désolidariser des groupes armés, afin qu'ensemble puissions bâtir, comme le dit notre hymne national, un pays plus beau qu'avant.
Un plaidoyer est en train d'être mené pour la représentativité de la jeunesse au sein des instances décisionnelles. Le coordonnateur national de l'Union de jeunes congolais pour les changements, UGCC, a à cette occasion invité les jeunes à quitter les groupes armés. Vous pouvez participer à la paix dans notre pays, mais aussi au développement de notre pays. Participer leurs jeunes dans le développement. Donc vous comprenez que c'est un outil très important à la jeunesse pour que cette jeunesse puisse se sentir enfin considérée et qu'il y ait sa place dans la gestion de notre pays. Ces assises font suite au forum organisé à Kinshasa sur l'élaboration de la feuille de route nationale de la jeunesse. Forum international de Dakar, parlons-en dans ce journal. Et bien, au deuxième jour des travaux, les dirigeants des pays d'Afrique et autres experts de l'OMS, de l'Union africaine et de l'Union européenne ont cherché des réponses aux enjeux de stabilité post-Covid-19, à ces défis sécuritaires et à la nouvelle menace de cette pandémie. Certains pensent déjà à une souveraineté sanitaire concernant la vaccination. Notre envoyé spécial au Sénégal, Christine Nenzo, nous fait le compte-rendu. Enjeux de stabilité post-Covid-19, défis sécuritaires et nouvelles menaces, une thématique développée par les différents panélistes de cette première journée de la 7e conférence internationale de Dakar sur la paix et sécurité en Afrique. Pour les différents orateurs, les populations africaines ont fait preuve d'une grande résilience avant de relever une explosion de cyberattaques à des fins de prédation, notamment à l'endroit des acteurs économiques, sans oublier de nombreuses discussions et interrogations dans les réseaux sociaux, déstabilisant parfois les pouvoirs publics. Parlant du défi sanitaire, l'Afrique est vers la voie d'une stratégie concertée, condition indispensable non seulement pour vaincre la pandémie, mais aussi pour assurer la sortie des crises sanitaires rapides du continent africain. Autre réflexion concernait les défis démographiques et environnementaux afin d'en réduire les impacts sur la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique. Ajoutez à cela la cybercriminalité et la lutte contre la désinformation, des questions qui ont ouvert un débat autour de la guerre informationnelle sur les nouveaux supports numériques. Les panélistes se sont à cet effet fixé rendez-vous ce mardi 7 décembre pour poursuivre leurs échanges. La surveillance de la 4e vague Covid-19 et le mutant Omicron exige une surveillance accrue. Aux frontières nationales, la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, a été au Beach Ngobila et à l'aéroport international de Ndjili. Question d'évaluer la capacité opérationnelle des services d'hygiène aux frontières. Edith Chala. Sur recommandation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, que la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba-Nkoulou, accompagnée du directeur du programme national de l'hygiène aux frontières, Dédé Ndungi et de plusieurs membres du programme, a passé tout l'après-midi sur les terrains pour se rassurer notamment des conditions de travail des agents commis au contrôle des frontières afin d'envisager les voies et moyens pour améliorer la surveillance au point d'entrée et empêcher l'importation des cas Covid-19 au pays. Dans les 2 sites frontaliers où est passée Véronique Kilumba-Nkoulou, elle a reçu les explications auprès des responsables de l'hygiène aux frontières sur l'organisation du travail, les mouvements des voyageurs, les entrées et sorties des personnes. Il y a des choses qui sont bien faites. Et là, nous encourageons, nous avons encouragé, mais il y a aussi des choses à améliorer. Il y a ce que nous-mêmes, de par la volonté, de par la conscience, nous pouvons améliorer, mais il y a des choses qui demandent qu'il y ait des moyens. La vice-ministre Véronique Kilumba-Nkoulou s'est entretenue par la même occasion avec les agents au niveau de ces 2 sites sur les conditions de leur travail. La République démocratique du Congo, dotée d'un centre pour lutter efficacement contre la trypanosomiase, connue sous le nom de la maladie du sommeil, eh bien, ce nouveau centre a été inauguré par le ministre de la Santé et cela vise à éradiquer d'ici 2030 cette maladie. Regardez. C'était une sobre cérémonie, mais capitale, ce 9 décembre 2021. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui tient à la modernisation du secteur de la santé publique à travers les renouvellements et la dotation des équipements de qualité pour répondre ainsi à certaines situations sanitaires, a procédé à l'inauguration du bâtiment qui abritera désormais les data centers du programme national de lutte contre la trypanosomiase en Afrique.
La cérémonie s'est déroulée en présence des directeurs des programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que de la représentante de l'Institut de médecine tropicale IMT de Belgique qui a contribué au financement pour la mise en œuvre de cet ouvrage. Composé de plusieurs locaux, ces bâtiments est le fruit d'une coopération de longue date entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'IMT. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise et le leadership du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avait pris l'engagement d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine en 2020 et de l'éradiquer d'ici 2030 comme problème de santé publique, vu que le pays est le plus prévalent en Afrique et dans le monde. Il s'agit là d'un défi que le PNLTA est appelé à relever, a déclaré le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. Ces derniers espèrent qu'à l'issue de cette cérémonie, tout le monde se mobilisera en prenant un engagement accru pour la lutte contre la trypanosomiase en RDC. Et parlons à présent de la jeunesse qui doit se préparer à assumer des responsabilités dans l'avenir. Eh bien, les cadres du ministère de la Santé, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, famille, enfants et culture sont en formation sur la thématique soins et développement de l'enfant. Ramazani. Cadres nationaux et provinciaux de l'administration publique congolaise sont à formation dans un atelier multisectoriel sur la thématique de soins et développement de la petite enfance en RDC. Parmi les apprenants, il y a les cadres issus des ministères qui sont impliqués dans la gestion de l'enfant à l'âge préscolaire. Notre pays, la RDC, fait face à un problème sérieux de santé publique qu'on appelle la malnutrition. Pendant que la maman conscient que le cerveau de l'enfant se développe jusqu'à l'âge de 2 ans. Et si l'enfant est atteint de la malnutrition, ça fera qu'il aura, sur le plan physique, un retard de croissance, mais il aura aussi son cerveau qui va être altéré. Or, la réponse à la malnutrition ne peut pas être donnée seulement dans les seuls secteurs de la santé, parce que si on met tous les efforts de la santé à 100%, nous ne pourrons résoudre que 20% des problèmes de la malnutrition. C'est ainsi, depuis un certain temps, il y a cet aspect de multisectorialité qui nous met tous ensemble. L'ouverture de la session a eu lieu hier 9 décembre à Bazangungu dans les beaux cadres du centre Kola. Je déclare ouvert cette session de formation des formateurs en ECD pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Pendant 5 jours, les apprenants qui sont venus des 17 provinces de la RDC et ils seront formés sur les soins et développement de l'enfant congolais avec un focus particulier sur la stimulation du cerveau de l'enfant à l'âge préscolaire. Pour le professeur Georges Milumbu, consultant de l'UNICEF et l'un des formateurs, le développement d'un pays n'est pas une question de prière. Il faut seulement savoir stimuler le cerveau de l'enfant par le jeu et la communication à l'âge préscolaire. Dans ce cas, on aura préparé l'enfant à devenir responsable à l'âge adulte. Validation ce vendredi à Kinshasa du plan global de la numérisation du système de gestion des finances publiques et de l'administration publique, un exercice auquel se sont adonnés les experts de la présidence, de la primature et des ministères sectoriels. Rikin Zuzeloya à Mayuel. L'adoption par le gouvernement de la République du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques, l'axe numérisation, pour moderniser le système de gestion des finances publiques et de l'administration publique RD congolaise, bénéficie pour son lancement d'une attention des experts. Pendant 48 heures, ils vont se pencher sur les missions délivrables en termes de validation du plan d'orientation globale des numérisations dans une optique plus synthétique et analytique. Schéma directeur développé pour l'interconnexion des systèmes comptables, ceux des recettes, des dépenses et des marchés publics qui ne communiquent pas entre eux à ce jour, y compris les régies financières. La nouveauté que ce plan d'orientation globale amène, c'est que nous avons maintenant des normes, aussi des propositions, des technologies, des équipements. Et nous avons aussi une proposition de mettre en place un comité technique d'informatisation qui sera l'autorité qui va vérifier à chaque fois qu'il y a un projet d'informatisation si ces projets d'informatisation entrent dans les lignes tracées par les plans d'orientation globale que nous sommes en train d'adopter. Ces travaux d'analyse avec l'appui du COREF Profit Congo vont induire le pilotage et la conduite du projet, voire la mobilisation des acteurs. Des documents à produire. En annexe, on retient
le décret de création des comités et le plan de communication. Les curages de canalisation, l'assainissement des rivières et autres égouts parmi les priorités pour garantir une vie paisible des riverains à Kinshasa, ceci pour lutter contre les inondations. Jojo Nzibou. Dans le secteur de l'assainissement à Kinshasa, le sous-directeur technique Julio Kisoso de l'OVD a fait la ronde de 2 districts pour inspecter les travaux d'assainissement exécutés par les ingénieurs et les ouvriers de l'OVD. Il a commencé à Kasavubu, sur l'avenue d'Ibaya, où le bourgmestre de la dite commune a accepté d'accompagner l'OVD à travers l'opération d'assainissement, la protection des ouvrages d'art, en l'occurrence les caniveaux et nos rivières. Après Kasavubu, les SDT a aussi inspecté l'avenue Kabambare dans la commune de Kinshasa et le rond-point Willery. Les ouvriers de l'OVD sont à pied d'œuvre où les curages de caniveaux se font sans problème pour laisser drainer les eaux. Pour la rivière Yolo, comme c'est un exitoire d'un bassin versant assez important, nous avons commencé à acquérir la rivière depuis l'aval, depuis le pont Métalco. À Limete, au Moamba, sur 12e rue, la rivière Yolo aussi subit le coup de la pelle excavatrice. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Chimbalanga, a aussi inspecté les travaux de la construction de l'avenue Begonias à Limete, du PK0 jusqu'à l'avenue Mimosa, revêtue en arrobé. Ils font un travail appréciable, que la population doit se tranquilliser. Là où l'OVD passe, il laissera ses empreintes. Signalons qu'auparavant, l'avenue Bichaku-Chaku avait aussi été curée pour laisser drainer les eaux. Kinshasa en attente de la construction des 2 ouvrages. Il s'agit du centre de transfert quotidien des déchets et de l'Académie de l'eau. Les experts de la Banque mondiale et de la Régie des eaux sont en étude de faisabilité. Serge Merlin-Mata nous en parle. Le site Eucalyptus d'Njili va dans les tout prochains jours abriter des ouvrages, l'Académie de l'eau de Kinshasa et les centres de transfert des déchets, lancer les bases pour les travaux de construction de ces 2 ouvrages. Tel a été l'objet de cette rencontre, au cours de laquelle il a été procédé à l'examen des sites devant abriter ouvrages ainsi que la planification et l'évaluation entre les parties prenantes, la mise en œuvre effective des 10 projets de construction de l'Académie de l'eau de Kinshasa et des centres de transfert et de gestion des déchets solides. Nous venons de nous concerter, nous avons trouvé que techniquement les choses peuvent aller dans le sens de voir les 2 ouvrages construits ici par le même financier que la Banque mondiale, mais il y a un problème. Le problème, comment faire en sorte que cette occupation soit légale aussi longtemps qu'il est troublé par les autres occupations qui ne sont pas légales. Au terme de ces rendez-vous auxquels ont pris part les représentants des ministères des Ressources hydrauliques, de l'urbanisme et habitat ainsi que des infrastructures et travaux publics, un large consensus s'est dégagé. Des déchets, évidemment, un soulagement que les 2 parties se soient mises ensemble pour décider de la manière dont les choses vont se dérouler. La délégation d'experts de la Banque mondiale a effectué cette visite de travail sur les sites Eucalyptus situés à 2 pas de l'entrée principale, la commune d'Njili, afin de se rendre compte des réalités du terrain pour envisager des solutions idoines relatives à la matérialisation de ces projets ambitieux. Les lignes maritimes congolaises existent depuis 47 ans. À quoi ressemblent-elles? Qu'est-ce qui doit être fait après tant d'années? Les agents et cadres s'y sont penchés dernièrement après une marche de santé qui les a conduits au centre culturel Boboto. Edith Chala. Partie de la direction générale située dans la commune de la Gombe, vêtue aux couleurs de la société bleu et blanc, plusieurs agents et cadres des lignes maritimes congolaises ont sillonné quelques avenues de la capitale sous une pluie battante avant de chuter au centre culturel du collège Boboto, où ils ont été conviés à une réflexion sur les 47 dernières années de l'armateur national. Une manifestation revêtant un caractère rétrospectif sur le parcours ondulé parsemé des difficultés, défis et embûches du géant des mers, ligne maritime congolaise, bras séculier du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Lydie Ndakachami, directrice des ressources humaines, a dans son speech brossé les grandes étapes qui ont marqué les lignes maritimes congolaises et a rappelé à tout le personnel le sens élevé de responsabilité qui doit les caractériser. En ce jour, nous voulons spécialement remercier la direction générale qui nous a amené un vent nouveau. On a chanté ici. S'il était à côté, j'allais lui demander de chanter LMC. Oyo Fingaki, LMC, Oyo Bolobaki, LMC Oyo.
Le président de la délégation syndicale, Ntoto Kolo, a invité les agents à soutenir la direction générale dans les efforts qu'elle fournit pour la relance de cette entreprise. C'était également l'occasion de rappeler au personnel le devoir de s'approprier, exécuter et accompagner les majestueux plans de relance triennal des lignes maritimes congolaises qui se veut être un transporteur maritime et multimodal de la République démocratique du Congo. Et nous recevons sur ce plateau le porte-parole du président de la République, chef de l'État, M. Tarsis Kasongo Mwima Yamba Yamba, pour une communication de la présidence. Bonsoir, M. Tarsis. Bonsoir, Maman Sandra. Le président de la République a pris 3 ordonnances dont je vous fais la lecture en ce moment. Ordonnance numéro 21. 096 du 7 décembre 2021 portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement en sigle ANR. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignement, spécialement en ses articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 28-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ordonne. Article 1er. Est nommé administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Monsieur Jean-Hervé Mbelou Biocha. Article 2. Est nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, Monsieur Robert Ngouama Bindele. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa
le 7 décembre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-097 du 7 décembre 2021 portant nomination des administrateurs principaux, chefs de département à l'Agence nationale de renseignement en sigle ANR. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignement, spécialement en ses articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ordonne. Article 1er. Sont nommés administrateurs principaux, chefs de département, aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. 1. Administrateur principal, chef de département de la sécurité intérieure, Monsieur Gabriel Shadrach Bohondo Lotika. 2. Administrateur principal, chef de département de la sécurité extérieure, Monsieur Joseph Assoumani Lukwila. 3. Administrateur principal, chef de département d'appui, Monsieur Philémon Mambaboua Zebo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration
et innovation du service public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 7 décembre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-098 du 9 décembre 2021 portant abrogation de l'accord de don numéro D8690 ZR du 18 août 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement, IDEA, au titre du Programme national de développement agricole, PNDA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 213 alinéa 2. Vu que telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi numéro 11011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en son article 34. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45, 67, alinéa 3, 68 et 71, alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'accord de don numéro D8690 ZR du 18 août 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement, IDEA, au titre du Programme national de développement agricole, PNDA, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est approuvé. L'accord de don numéro D8690 ZR d'un montant de 250 millions de dollars américains conclu en date du 18 août 2021 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement au titre
du Programme national de développement agricole PNDA en sigle. Article 2. La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 décembre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 9 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Je vous en prie. Et le Bloc uni pour la renaissance du Congo, Burek, a clôturé les travaux de son deuxième congrès ordinaire ce jeudi 9 décembre 2021 à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Ces assises ont été sanctionnées par un certain nombre de résolutions adoptées par les congressistes. Les détails après ce journal en page magazine. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres avant de nous séparer. Coup de balai au sein de l'Agence nationale de renseignement ANR. Le président de la République vient de nommer des nouveaux dirigeants. Vous avez suivi dans ce journal les noms des CESE promus avec le porte-parole du président de la République, Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. La République démocratique du Congo enregistre des avancées significatives en matière de la promotion des droits humains, constat fait par le ministre des Droits humains à l'occasion de la célébration du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre de l'année. Et puis cette année, le thème retenu est réduire les inégalités, faire progresser les droits de l'homme. Quatrième vague Covid-19 qui frappe la République démocratique du Congo de plein fouet et le mutant Omicron déjà présent dans les pays voisins. La vigilance doit être de mise aux frontières. Les autorités sanitaires ont fait la ronde à travers les postes d'entrée de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Le rendez-vous prenez tout à l'heure à 23h avec Serge Merlin Mata. Très bon tour de programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.